Hello, c'est Sarah Paris, bienvenue sur ma chaîne. À mes côtés, Dylan, influenceur et suivi par plus d'1 million d'abonnés. On ne te présente plus. Aujourd'hui, tu as accepté d'être notre invité. Merci. Avec plaisir. Ensemble, nous allons évoquer différents points de ton actualité, en commençant par ton association, suivi de ton merveilleux voyage à la Mecque. Bien évidemment, nous aborderons la rénovation de la maison de ta mère, mais aussi ce fameux combat de boxe tant attendu pour le 7 avril, et aussi, sans oublier, donc ton prochain voyage humanitaire direction la Palestine. C'est parti ? C'est parti. Tu es aujourd'hui le président de l'association Pour nos enfants, officialisée fin décembre 2021, mais tu as auparavant œuvré pour d'autres associations. Pourquoi avoir fait le choix de créer ta propre association ? Tout simplement parce que je voulais faire les choses comme moi je les vois. Si j'ai envie de dormir sur le terrain, si j'ai envie de faire 4 jours de route, si j'ai envie de ne pas manger, eh ben, je peux le faire et je le fais pour la population dans le pays où je suis. Malheureusement, quand tu es dans une équipe, tu ne peux pas décider de tout, surtout si tu n'es pas le président. J'étais que ambassadeur quand je partais avec d'autres associations et tu ne peux pas dire à des gens « Bon, aujourd'hui on va pas manger les gars parce qu'on a 7 jours de route à faire, après on va aller faire ça, on va faire ci et on ne pourra pas dormir parce qu'on a de la route à faire et tout ça ». C'est très compliqué. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association pour pouvoir gérer tout moi-même. C'était vraiment tant différent auprès des autres associations ? C'est totalement différent de ce que moi je fais avec mon association et d'autres associations. Sans cracher dans la soupe parce qu'il faut se rappeler quand même que ces associations-là font de belles choses. Et c'est important parce que c'est pas ce qui manque dans le monde entier. Toi, tu pars pour du concret en fait. Eux aussi partent pour du concret, mais disant que sans balancer ou sans me lancer de fleurs, ce qu'ils vont faire en une semaine, je vais le faire en un jour ou deux. Comment ça se fait ? Parce que je prends peut-être plus de risques, parce que je dors peut-être un peu moins, je gagne du temps en fait. On se doute bien que les démarches sont longues et compliquées pour créer sa propre association. Comment est-ce que tu t'y es pris et de qui t'es-tu entouré ? J'ai eu une très belle équipe qui est venue comme ça. Ils sont venus un peu un après les autres et ça s'est fait très naturellement. Des personnes qu'on t'a recommandées ? Des personnes qu'on m'a recommandées, commençant par la vice-présidente qui est Sandra, qui m'a ensuite parlé de sa secrétaire qui est ensuite devenue trésorière pour l'association, Nesrine. Et ensuite j'ai des avocates qui m'ont contacté, qui ont contacté plutôt l'association. Ouais. Il y a Jennifer et Marine qui sont de très bonnes avocates. C'est une équipe juste incroyable. J'ai jamais eu une équipe aussi soudée auprès de moi. Et je l'ai remarqué durant mon voyage humanitaire à Madagascar. Tous les jours, ils étaient là. On a un groupe en commun, bien évidemment, où on se parle tous. Et j'avais l'impression qu'on était de la même famille. Et c'était sincère. Et même si c'est moi qui vais sur le terrain et eux, ils restent en France, eh ben, ils sont sur le terrain avec moi. Et psychologiquement, j'en ai besoin. Donc au final, tu ne pars pas réellement seul. Exactement. Quand je pars, ils sont là, quoi. Ouais. Dans l'une de tes anciennes stories, tu dis ne pas avoir commencé les missions humanitaires plus tôt car tu ne te sentais pas en place. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Pour commencer l'humanitaire, il faut s'aider soi-même, que ce soit psychologiquement, financièrement et tout ce qui va avec. Avant de vouloir aider les autres, vraiment, il faut que tu sois bien et que tu penses à tes proches. Ne va pas aider la famille des autres si toi-même, ta famille ne va pas bien. Ne va pas ailleurs si toi-même, psychologiquement, tu n'es pas bien. Parce que quand tu arrives dans un pays, il faut que tu aies le sourire, il faut que tu aies la joie de le faire, il faut que tu sois en forme. Ce qui veut dire que maintenant, au-delà des moyens financiers, tu te sens bien ? Moi, je me sens très bien, ouais. Je me sens bien. Après, psychologiquement, je me suis toujours bien senti. C'est vrai qu'il faut se le dire, l'argent, ça aide parce que y a les billets d'avion, il y a ce que tu achètes sur place et c'est malgré tout, c'est beaucoup d'argent, il faut se le dire. Sur quoi te bases-tu pour sélectionner le pays dans lequel tu vas apporter ton aide humanitaire ? Alors aujourd'hui, je me base tout simplement sur les 15 pays les plus pauvres du monde. Je vais sur internet, je regarde les pays qui sont plus en difficulté. Et Madagascar, que j'ai fait récemment, est le 4e pays le plus pauvre du monde. Là, prochainement, je vais aller en Palestine, qui est pas du tout, qui n'existe pas sur internet. C'est même pas dans les 15 pays les plus pauvres du monde, ni dans les autres pays. Du coup, je vais aller en Palestine, parce qu'on sait que c'est un pays en guerre et je pense qu'ils ont fortement besoin. Le lendemain de l'officialisation de ton association, vous partez ta mère, tes frères et toi pour la Mecque. Un merveilleux voyage que vous n'allez pas partager seul car 1 an et demi auparavant, tu as convié une famille de jeunes femmes à faire ce même voyage à tes côtés lors d'un live que tu as fait sur tes réseaux en plein confinement durant le Ramadan. Raconte-moi ce jour incroyable qui nous a énormément touchés, chamboulés. Ouais, c'était très beau, c'était vraiment incroyable. J'ai passé un super moment avec ma famille et ses sœurs à qui j'avais offert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, un voyage à la Mecque. J'étais en live et ensuite j'avais décidé pour le Ramadan de faire une bonne action et de les ramener à la Mecque, les 7 sœurs et une maman. Et du coup, vu que le confinement est arrivé,
pendant 1 an et demi, j'ai pas pu les ramener à la Mecque à mes côtés. 1 an et demi après, je décide du coup de régler ma dette que j'avais entre guillemets. Et j'en profite aussi de ramener ma mère, parce que ma mère, elle m'avait ramené à la Mecque il y a 11 ans, une semaine après que je me sois... Une semaine après t'être converti. À l'islam, exactement. Et 11 ans plus tard, c'est moi qui la ramène avec ses 3 autres enfants. Du coup, on est parti avec ma mère, mes 3 petits frères et les 7 sœurs à qui j'avais promis ce voyage. C'est beau parce que je me rappelle aussi que dans une de tes stories, tu ressors, il me semble, la djellaba que tu portais au moment où tu es allé à la Mecque 11 ans auparavant avec ta mère. Tu l'as réessayée, cette fois-ci, elle te va. À l'époque, j'avais acheté une djellaba blanche quand j'avais 16 ans. Et elle était beaucoup trop grande, que ce soit les manches, les pieds et tout ça. Et j'étais parti à la Mecque avec elle, avec cette djellaba-là. Je l'avais acheté d'ailleurs à la Mecque. Et 11 ans plus tard, je remets la même djellaba et elle me va. C'est incroyable parce que cette djellaba-là, elle a 11 ans. Et aujourd'hui, je prie avec cette même djellaba. Du coup, ouais, cette djellaba, elle a quelque chose. Tu es suivi par un grand nombre de musulmans, mais pourrais-tu aussi expliquer à ceux qui ne le sont pas comment est-ce que l'on s'y prend pour organiser un voyage d'une telle ampleur? C'est très facile pour nous, musulmans, de partir à la Mecque. Tu contactes un organisateur. Qui est bien évidemment musulman. Hein. Ensuite, tu fais le virement par personne et lui il gère le billet d'avion, l'hôtel, le repas et tout ça. C'est vraiment très très facile. Très encadré du coup. Ouais, très encadré, très facile d'y accéder. Il faut juste avoir les moyens. Concernant les femmes qui t'ont accompagné, il me semble qu'il faut un tuteur aussi. Ouais, exactement. Quand t'es une femme, tu peux pas partir tout seul à la Mecque, il te faut un tuteur. Pour le coup, ma mère, elle m'avait moi et les sœurs, elles ont ramené leur frère, qui est un homme incroyable. Incroyable. Ouais. Vraiment. Vous passez donc une dizaine de jours sur place. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Quel est votre programme? On arrive à Médine. Du coup, on va voir la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam. On reste une semaine sur place à Médine et ensuite on prend le bus et on arrive à la Mecque et on reste encore une semaine sur place et on fait tout ce qu'il y a à faire et vraiment c'est incroyable. Je vois encore les sourires de tes petits frères, ils étaient vachement contents. C'est incroyable à quel point ça peut faire plaisir en fait. Bien sûr, nous les musulmans, c'est un truc qui est obligatoire dans notre religion de partir au moins une seule fois à la Mecque. C'est le rêve de beaucoup de monde. Et je le souhaite d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent, qui veulent partir à la Mecque, je vous souhaite vraiment d'y accéder. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage? En fait, ce qui est beau, c'est que ma mère m'a ramené il y a 11 ans et 11 ans plus tard, c'est moi qui la ramène. Et c'est les larmes de ma mère en fait qui m'ont le plus marqué. Tu sais, de pleurer, de réaliser son rêve avec mes petits frères et tout. Tu vois, parce que c'était quelque chose qu'elle rêvait. C'était un de ses rêves et du coup, d'avoir réalisé le rêve de ma mère, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Fin août 2021, tu fais appel à l'architecte Riyad Design pour rénover la maison de ta mère. Le lancement des travaux va malheureusement prendre plus de temps que prévu, mais 5 mois plus tard, le 10 janvier 2022, ça y est, c'est le grand jour. Les travaux commencent, mais au même moment, tu pars à Madagascar pour le premier voyage humanitaire de ton association. Pourquoi ce projet de rénovation? Je pars dans des pays à risque et si jamais il m'arrive quelque chose, je sais que ma mère elle sera à l'abri avec mes petits frères. Quand tu pars dans les 15 pays les plus pauvres du monde, souvent il y a la guerre, souvent il y a de la corruption. Faut être prêt à tout. Faut être prêt à tout, ouais. Suite à l'annonce de ce projet de rénovation que tu partages avec toute ta communauté, s'ensuivent tout plein de messages qui vont te toucher, car ces personnes qui te suivent rêveraient elles aussi d'offrir ce geste à leurs proches. Alors tu prends la décision d'organiser un grand jeu concours afin de faire remporter la rénovation d'une pièce de son choix à l'un de tes abonnés. À travers toutes ces actions, on ressent ce besoin de faire plaisir à l'autre, de donner, ce qui peut en dire beaucoup plus sur ta sensibilité qui, bien au contraire, n'est pas une faiblesse, mais une force. Moi, ce qui me rend heureux dans la vie aujourd'hui, c'est de rendre heureux des gens, que ce soit ma famille ou des gens que je ne connais absolument pas. Tu sais, quand tu t'offres un voyage par exemple à la Mecque et que tu vois tout ce sourire ou que tu vas à Madagascar et que tu vois tous ces sourires, tous ces remerciements et tout, moi vraiment ça me fait plaisir. Parfois ça peut paraître égoïste d'être influenceur et de montrer tout ce luxe. Je dis dans ma story, ouais, je rénove toute la maison de ma mère, je lui fais un sur-mesure et il y a toutes ces familles qui me suivent, qui rêveraient de faire la même chose à leurs proches et je me dois, parce que c'est malgré tout, c'est grâce à eux. Grâce à eux. C'est grâce à eux que j'en suis là. Je me dois de faire des fois des petits gestes comme le voyage à la Mecque ou alors d'avoir décidé avec Riyad de rénover toute une pièce d'une famille, que ce soit leur chambre ou leur salle de bain. On va tirer quelqu'un au hasard. Ça me permet de gagner en communauté parce que les gens du coup s'abonnent à ma chaîne YouTube, me suivent sur Instagram et ensuite moi je choisis quelqu'un totalement au hasard. Je vais chez la personne et je rénove toute sa pièce, toute une pièce, tu vois. Pour quand est prévu le fameux tirage au sort? Dès que la maison de ma mère sera finie, on s'occupe d'abord des siens et ensuite on aide les autres. Exactement. Du coup, dès que la maison de ma mère sera finie, on prendra quelqu'un au total au hasard et on fera la rénovation d'une pièce de chez la personne choisie.
le fameux combat tant attendu de boxe. Le 7 avril, donc le fameux combat aura lieu au Palais des Sports de Marseille. Après tout ce temps, tu as enfin l'occasion de te battre sur le ring pour l'amour du sport. Ouais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de très sportif et dans ma vie, j'ai besoin d'adrénaline. Je pense beaucoup aux autres et je pense que des fois, j'ai le droit de penser à moi. Et si j'ai envie de faire ce combat, même si ça déplaît à certains, parce que c'est un combat, même si c'est une fédération française et que c'est dans les règles de l'art. La boxe, c'est un sport qui existe, mais je sais que ça peut déplaire à certaines personnes parce que c'est de la violence et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire déjà. C'est un sport que tu as quand même pratiqué très longtemps auparavant. Ouais, c'est un sport que j'ai pratiqué à l'époque. Ça te permet d'extérioriser. Ouais, ça me permet de me défouler et c'est quelque chose que j'aime faire et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Surtout que les fonds vont être reversés à l'association pour nos enfants qui vont directement aller en Palestine 2 jours après le combat. Moi, je pense que c'est que des choses cool. Pourquoi ce combat et comment s'est-il organisé? Ça fait longtemps que je recherchais un adversaire qui est aussi connu, parce que sinon me battre avec un anonyme me rapporterait absolument rien. Du coup, j'ai fait un appel et Benjamin Samat a répondu présent. Et j'en ai parlé au mec de la fédération, j'ai dit écoute, j'ai un adversaire qui pèse, qui est à mon poids, qui est très sportif, qui est de taille, qui est à mon poids, qui est très sportif, qui a une belle image. Et j'en ai parlé au mec de la fédération et il a accepté Benji Samat. Du coup, le 7 avril, alors qu'on n'est pas ennemis de base, le 7 avril, on va faire un combat. Mais un vrai combat. Qui est-ce qui pourra y assister et comment avoir sa place? Alors, il y aura 8500 personnes sur place. Je pense que ça va être vite full. Je pense que si vraiment il y a trop de demandes, on fera des tickets en ligne où les gens pourront regarder directement de chez eux le combat. Même si on parle ici d'un combat pour l'amour du sport et non pour régler ses comptes, c'est un événement qui nécessite tout de même une réelle préparation et Benji, de son côté, a annoncé qu'il s'entraînerait avec le meilleur entraîneur français de boxe anglaise. Comment est-ce que tu t'y prends de ton côté, sachant que le combat aura lieu en plein Ramadan? Parle-nous donc de ton coach, de tes entraînements, ta diète, mais aussi de tes sponsors. Ouais, Benji a annoncé qu'il allait s'entraîner avec un champion à 31 ceintures de boxe. Je m'entraîne aussi avec des très bons boxeurs, des très gros entraîneurs. Psychologiquement, il faut pas oublier que c'est un combat, qu'il y a des risques malgré tout. Il ne faut pas prendre la boxe à la rigolade. C'est une diète au quotidien. C'est manger, dodo, sport. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne 2 fois par jour, du coup 14 fois par semaine. Ouais. Que ce soit la natation le matin, le sport le soir. Et quand tu représentes un pays comme la Palestine, quand je vais monter sur le ring, j'aurai tout ça derrière moi. C'est ce qui va te donner de la force. C'est ce qui va me faire gagner. Tu as pour objectif de remporter ce combat afin de dédier le gain final à ton association, mais surtout pour ton prochain voyage humanitaire qui aura lieu en Palestine 7 jours après le combat. 2 jours. J'ai changé parce que j'ai rencontré l'ambassadeur de la Palestine et je l'ai rencontré. Je devais partir le 14, une semaine après et me reposer du coup pendant une semaine. Mais vu qu'il part le 9, 2 jours après le combat, j'ai décidé de partir 2 jours après le combat avec lui. Comment s'est passé cet échange avec l'ambassadeur? Ça s'est super bien passé. Le fait que j'aille dans son pays, lui qui est palestinien, le fait que j'aille dans son pays, aider ses frères et sœurs, qui sont mes frères et sœurs aussi d'ailleurs, il me donne tout l'encouragement que je peux avoir, tu vois. Il va me faire passer directement, je vais arriver en Palestine sans avoir de soucis. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi et mon association. C'est le deuxième pays dans lequel tu vas te rendre en mission humanitaire sans équipe due à sa dangerosité. Tu as ainsi beaucoup appréhendé ta mission avant ton départ à Madagascar. Quelles sont maintenant tes appréhensions à l'approche de ton départ en Palestine? Vu que j'ai un événement qui est le combat de boxe avant la Palestine, qui est un gros événement, bah là je stresse pour l'événement qui arrive, qui est le combat de boxe. Je pense que dès que le combat sera fini, je vais avoir la boule au ventre de partir en Palestine. J'apprends un petit peu, je sais où je mets les pieds, j'appréhende aussi pour mes proches, s'il m'arriverait quelque chose. D'où le fait d'avoir organisé la rénovation de la maison de ta mère? Exactement, mais ça va bien se passer et on va y aller. Pourquoi faire ce voyage en plein Ramadan? Déjà en tant que musulman, œuvrer en plein Ramadan, c'est bien pour nous les musulmans. La Palestine, c'est un pays que j'ai pas oublié. Je sais ce qui se passe là-bas depuis des années, je suis au courant et je me dois de faire quelque chose pour mes frères et sœurs. Et tu vas y rester combien de temps? Je vais y rester, je pense, minimum 1 mois. Quel est l'objectif de ton association une fois sur place en Palestine? Quand j'étais nouveau dans l'humanitaire, je disais à chaque fois ce que je faisais dans certains pays. Aujourd'hui, je vois sur le terrain. Au jour le jour. Au jour le jour, parce qu'en fait, toi tu penses que tu vas aller là-bas faire des pluies, alors ça se peut qu'ils ont tous des pluies et ils ont tous besoin d'être soignés. Du coup, en fait, j'arrive sur le terrain et je vois les premières nécessités à faire. Comment est-ce qu'il est possible de t'aider pour cette prochaine mission? M'aider personnellement et physiquement, c'est pas possible.
parce que je ne mettrai la vie de personne en danger. Surtout en tant que président, je me dois de faire attention à l'image de la situation et aux personnes qui pourraient venir avec moi. Là, je pars quand même dans un pays qui est en guerre et je ne peux pas partir avec des gens. Tout simplement, je vais partir tout seul ou avec mon cousin, mais là, c'est différent, c'est quelqu'un de ma famille. Et ensuite, il y a une cagnotte qui a été mise en place où les gens peuvent faire un don s'ils le souhaitent. Certes, tu pars sur le terrain sans équipe, mais tu ne pars pas tout à fait seul car tu m'as expliqué qu'un médecin allait te former. Nous allons donc accueillir ce médecin qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Avec plaisir. Merci docteur d'être là. Vraiment, vous allez pouvoir m'aider sur mon prochain voyage humanitaire en Palestine. Merci de m'avoir contacté par notre amie Jennifer. Elle m'a parlé de votre mission en me disant qu'est-ce qu'on peut faire en matière de télémédecine. Exactement. Moi, je suis chirurgien, je suis docteur Nimo Sanyavé. Je crée des solutions de télémédecine, c'est-à-dire des solutions de diagnostic à distance, des solutions de surveillance, de monitoring de patients sans être là. C'est-à-dire qu'on amène avec la technologie le médecin au chevet du patient sans que le médecin soit physiquement là. On a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées. On a des solutions de diagnostic à distance, on a des solutions plus petites qui peuvent être utilisées qu'on avait fait par exemple pour des infirmières, une petite tablette qui récolte les différentes données. On peut prendre de l'oxymétrie, de la glycémie, des choses comme ça sans être infirmière ni médecin. Et tout ceci est suivi à distance par un médecin qui peut regarder et puis donner des conseils, donner des prescriptions ou dire ramener le patient à tel endroit parce que celui-là, ça va poser tel problème. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à distance. Une tablette avec une personne et peut permettre de faire des bilans, des choses comme ça. Le petit bémol, c'est que comme ça parle médecine, il y a parfois il faut avoir certaines autorisations qu'il faudra éventuellement avoir. J'ai demandé à des collègues qui sont là-bas, qui sont en Sultanat d'Oman, c'est juste à côté, à Dubaï et autres. Je leur ai dit que ça sera probablement en Jordanie, donc ils sont en train de voir là-bas quelles sont les règles à respecter. Parce qu'il y aura probablement des choses à respecter. Il y aura probablement un médecin local qu'il faudra qu'on ait sur place comme étant une sorte de médecin référent. Comme ça, toutes les données qui sont collectées, c'est lui qui les prend. Et maintenant, s'il a besoin d'un second avis, ou bien qu'il a besoin d'un examen par un médecin ici ou ailleurs, mais il faudra que lui soit là pour que ça soit un second avis plutôt qu'un médecin d'ici qui est en train d'examiner un enfant de l'autre côté. J'ai besoin vraiment de savoir comment je peux faire pour aider cet enfant ou cet adulte ou cette personne tout simplement qui est blessée ou quelques doigts de mourir. Ça, c'est possible dans la mesure où il y a ce qu'on appelle le BNS, Brevet National de Secourisme. Ça suffit. Pour aider n'importe quel enfant, que ce soit un enfant, un adulte ou quoi, ça suffit pour pouvoir les aider. Vous, en tant que votre niveau de sport, vous pouvez le faire très rapidement. En France, ici, c'est valide, c'est validé n'importe où. Ça vous permet vraiment de venir au secours de n'importe qui. Et ça vous donne le droit de le faire, parce que c'est une question d'urgence. Comment je peux venir en aide si un enfant perd beaucoup de sang ou si un enfant est blessé ou quels sont les premiers secours? Les premiers secours, c'est ce que je disais, le brevet national, il vous donne tout. Donc il faut connaître par exemple les positions latérales de sécurité. Ensuite, quelqu'un qui saigne, les points de compression, il faut connaître, comprimer, ou des garrots, des choses comme ça. Ça, ce sont les gestes qu'ils vont vous apprendre. Et beaucoup plus loin, ou bien quelqu'un qui a du mal à respirer au niveau de la gorge, comment dégager les voies respiratoires. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez les apprendre facilement. Je vais les apprendre justement. Vous les apprendre facilement. Une fois que vous avez ces gestes-là, vous partez là-bas, vous êtes tranquille. Quelqu'un qui tombe, un enfant qui a du mal à respirer, ou bien et autres, vous pouvez réagir. Déjà, nous, médicalement, ce qu'on dit souvent, si vous savez ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà bon. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous pouvez juste me dire ce que je peux prendre avec moi dans ma valise pour si jamais j'ai besoin de matériel, si jamais je me retrouve face à un cas ou un besoin? On peut éventuellement vous mettre des petits outils de diagnostic à disposition. Ce sont des outils qui ont été utilisés dans le temps dans ce qu'on a appelé le home care, des soins à domicile. Donc, ils peuvent être utilisés par n'importe qui, même chez vous. Et vous pouvez récolter ce qu'on appelle des indicateurs que vous envoyez à votre médecin. Et on peut prendre ces outils, vous donner quelques-uns, et puis éventuellement, par exemple, sur une tablette comme celle-là, quand vous avez sur une tablette comme ça, on a l'oxymétrie. L'oxymétrie, ça peut être intéressant pour les enfants qui ont du mal à respirer. On a beaucoup utilisé ça pendant le Covid. Parce qu'il permet de savoir s'il faut l'hospitaliser, s'il faut le mettre en réa, et c'est un petit appareil qui ne coûte pas très cher. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez avoir. Bien sûr, ne serait-ce qu'un tensiomètre et glycémie. Ça, ce sont des outils
qui sont des outils qui sont utilisables à domicile et donc que vous pouvez utiliser pour éventuellement tester des gens et puis voir de quoi il s'agit en sachant que tous ces outils-là, quand vous faites les examens selon le patient, vous choisissez le patient que vous faites l'examen, il va vous faire la courbe et tout ça c'est disponible pour le médecin qui est à l'arrière-plan. Il peut vous aider, il va récupérer votre position GPS automatiquement pour savoir où se passe le problème et s'il faut amener quelqu'un, puis il faut amener. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être docteur en fait. Pour non, faire ça tout c'est fait pour tout le monde. Donc, Ouais. pour tout le je monde. crois que c'est assez simple. Même les personnes âgées à domicile, ils utilisent ça. Vous avez la possibilité de commander instantanément ici, par exemple, une ambulance. Et à ce moment, si vous travaillez avec des gens que vous connaissez qui ont des ambulances, ils n'ont pas besoin d'avoir la tablette, ils ont besoin d'avoir un téléphone eux. Ils vont avoir l'alerte, une ambulance demandée, vous dites juste, il doit être couché, il doit être assis, il doit être ici, et puis ça part. Donc vous pouvez déclencher ici avec une solution comme ça. Vous pouvez aussi transmettre tout ce que vous faites. Ça peut être transmis automatiquement, comme vous pouvez sélectionner un particulier, dites je veux, il a fait ça comme résultat, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est ça celui qui va partir, que vous ayez Internet ou pas, mais si vous voulez transmettre, à ce moment, il faudra Internet à ce moment-là. Et si vous avez Internet, vous pouvez même déclencher une visioconférence. Il vous montre les médecins qui sont disponibles. Là, on peut avoir des médecins même jusqu'ici ou autre. Et vous déclenchez la visioconférence. Vous discutez, Ça, c'est incroyable, ça, par contre. Voilà. La vidéoconférence en direct du pays, je me retrouve avec le patient et tout. Tout à fait. C'est un petit outil qui est utilisable parce que c'est du home care, c'est utilisable par n'importe qui. Il faut savoir aussi que là-bas, dans cette zone-là, il y a des médecins. Et il y a de bons médecins aussi qui peuvent être en relais. C'est ce que j'ai demandé à mes collègues, de trouver au moins un médecin, soit en Jordanie ou en Sultanat d'Oman ou n'importe où. L'essentiel est qu'il soit médecin, qui peut accepter éventuellement, en cas d'urgence, de prendre la main, par exemple en visioconférence avec vous, que vous consultez simplement parce que vous êtes en face d'une situation assez dangereuse. Et là, il n'y a aucun problème. Merci pour toutes ces informations, docteur. Elles seront très utiles sur le terrain. Et merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci beaucoup. Alors Dylan, c'est maintenant la fin de notre émission. Est-ce que tu souhaites adresser un dernier message avant ce départ en Palestine ? Le message, c'est toujours le même. Ces enfants et tous ces gens n'ont pas besoin de nous demain, ils avaient besoin de nous hier. Donc c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt avec un nouvel invité.